Bonjour à tous et merci à Faucuca et aux collègues du LATS d'avoir organisé ce colloque et de nous y avoir conviés. Alors, j'ai le grand honneur d'animer cette première session consacrée aux nouveaux acteurs de cette ville internationale, grande firme globale, consultants et plateforme numérique. Donc, qui, comme vous l'avez compris, est une section consacrée au rôle d'acteurs et de groupes sociaux déployant leur activité à une échelle transnationale. Donc on va s'interroger au poids de ces acteurs dans la transformation des villes et des politiques urbaines. On va s'intéresser aussi à leur contribution à l'internationalisation des villes, notamment la question de savoir si cette internationalisation est une standardisation. Et puis on va aussi s'intéresser à la capacité de résistance, de négociation qu'ont les gouvernements urbains dans leurs négociations avec ces acteurs. Alors ces questions, elles sont, à mon avis, elles ont bien entendu une importance théorique, hein, ce qui justifie notre présence en tant que chercheur ici, mais elles ont aussi, je pense, une importance pratique. En effet, avec la globalisation et la recomposition des États, on a beaucoup travaillé et écrit sur la capacité des villes à reconquérir une capacité de gouvernement. En même temps, je pense qu'il ne faudrait pas négliger dans nos approches la prise en compte de ce que les collègues flamands, s'inspirant notamment de Brodel ou Tilly, ont appelé les gouverneurs externes, external governors, ces acteurs qui incarnent des logiques de flux et qui font et gouvernent les villes sans doute autant que les politiques publiques, les politiques urbaines menées par des acteurs plus ancrés dans un territoire. Alors pour en discuter, on aura deux moments. Un premier moment où on va discuter plutôt de ce poids des acteurs numériques, des plateformes numériques, avec l'intervention d'une éminente représentante de la diaspora intellectuelle italienne, qui est à mes côtés, Francesca Artioli. Alors, initialement, Yann Brossa, qui devrait être parmi nous, je sais pas, il arrive. Il est là. D'accord. Non, parce que la question c'est est-ce qu'on le fait intervenir en premier ou est-ce que Francesca intervient en premier? Moi j'avais plutôt prévu de le faire intervenir en premier, mais on va peut-être lui laisser le temps de prendre son souffle. Écoute, bon, on va improviser. Francesca, tiens-toi prêt éventuellement à intervenir. Voilà. Francesca a travaillé sur. Elle fait partie d'un groupe de chercheurs qui a travaillé sur la comparaison des modalités de régulation de cette plateforme numérique, plus précisément d'Airbnb, dans 12 villes européennes, c'est ça? Et elle va nous présenter plus particulièrement les cas de Milan, Paris et Barcelone. Et puis on écoutera la réaction à sa présentation de Yann Brossa, qui devrait être parmi nous incessamment. Donc voilà. Et puis on aura une deuxième séquence consacrée à ce que Lionel Martit a appelé donc la consultocratie globalisée. Donc on s'intéressera ici au pouvoir des consultants et des entreprises de conseil qui interviennent sur des questions à la fois d'ingénierie financière, d'ingénierie technique, mais plus globalement aussi sur du conseil sur des stratégies urbaines et territoriales. Et alors là, je serai dans une situation un peu délicate, c'est-à-dire que Deborah Galiberti, qui devait être présente et qui n'a pas pu venir pour des raisons personnelles, donc ne présentera pas son papier, donc c'est moi qui le ferai. Donc je compte sur votre bienveillance parce qu'il va falloir que je restitue quelque chose que je n'ai pas produit. J'essaierai d'être aussi fidèle que possible à son propos. Et puis nous entendrons la réaction de Nicolas Ledoux, qui travaille pour Algo et Consultants et qui discutera avec nous de ce poids de cette consultocratie, du fait de savoir si elle est véritablement globalisée ou pas, ou si elle opère plutôt encore à des échelles strictement nationales. Voilà. Alors, Yann Brossa n'étant a priori pas encore en amphi, je vais inviter Francesca Artioli à passer à la tribune pour nous présenter son papier sur la régulation, la construction du problème posé par Airbnb dans les villes et les efforts de régulation effectués par 3 villes européennes. Paris, Barcelone et Milan. On t'écoute Francesca pour un quart d'heure.
Voilà, oui. Donc, merci de m'avoir invité à présenter cette recherche qui porte sur les plateformes comme nouveaux acteurs des politiques urbaines. Donc, on s'intéresse plus particulièrement au cas des locations touristiques et de la plateforme Airbnb dans les villes de Milan, Barcelone et Paris. Donc, je vais rapidement présenter cette recherche. Ensuite, je vais montrer comment la question des locations touristiques et des plateformes elle a été mise à l'agenda et régulée différemment dans les trois villes de Barcelone, Paris et Milan. Et ensuite, montrer comment, en lien avec ces régulations et ces nouvelles formes de location, il y a une reconfiguration des groupes d'intérêt urbain, les plateformes, mais aussi d'autres groupes qui se mobilisent autour de cette question. Donc, l'objectif de cette recherche, c'est donc un travail qui s'inscrit dans un contexte que vous connaissez peut-être. Je pense que tout le monde ici a déjà utilisé un Airbnb. Un contexte qui est celui de la croissance exponentielle des locations à court terme, des plateformes qui facilitent et qui organisent ces types de locations, et aussi des débats politiques et des conflits autour de ces plateformes et de ces locations, avec des initiatives réglementaires très différenciées qui ont été prises dans plusieurs villes en Europe et dans le monde. Il y a un ensemble de travaux qui s'est développé autour de cette question, qui portent sur les transformations des quartiers, sur les marchés immobiliers, sur les stratégies des hosts et des guests, donc ceux qui louent et ceux qui sont en visite, et sur les nouvelles règles. Et il y a moins des travaux sur les politiques publiques et l'action collective, les conflits et les stratégies d'influence autour de ces locations et des règles qui s'y appliquent. Donc c'est les travaux qu'on cherche à mener avec Claire Colomb des UCL, Thomas Aguilera des Sciences Po Rennes et Tiziana Moreira aussi des UCL. Un travail sur 12 villes et je vais aujourd'hui parler uniquement des trois, donc Barcelone, Milan et Paris. Donc les locations des courtes durées sont un problème émergent des politiques urbaines qui a quelques caractéristiques. Premièrement, il est caractérisé par des débats très vifs entre les pros et les contre. Dans les arguments en faveur, il y a premièrement la question de la démocratisation du voyage, donc l'effet de pouvoir s'héberger à moindre coût. La question des revenus supplémentaires que ces locations apportent aux personnes mettant en location leur logement. La question de la diffusion des flux touristiques dans des lieux qui n'ont pas d'infrastructure hôtelière et donc qui bénéficieraient des nouvelles recettes venant de ces locations. Et dans les arguments les plus récurrents en contre, il y a évidemment la question de la concurrence déloyale qui est très fortement mise en avant par l'industrie hôtelière, celle des effets structurels sur le marché du logement, parce qu'un des grands points critiques et d'interrogation, c'est le fait que ces types de locations transforment une partie du stock résidentiel en une offre commerciale des logements et donc diminuent l'offre pour des locations des longues durées. Et puis des questions, toujours dans les contres d'évasion fiscale, à la fois de ceux qui louent et éventuellement d'optimisation fiscale de la part des plateformes. Deuxièmement, c'est un problème émergent parce qu'il se caractérise dans l'hétérogénéité d'acteurs, des secteurs, des politiques publiques et des enjeux qui sont potentiellement concernés. C'est une question pour les politiques des tourismes, évidemment, parce que c'est une offre d'hébergement touristique. C'est une question pour les politiques du logement, parce qu'elle touche au stock résidentiel. C'est une question pour des politiques de développement économique, des régulations des grandes entreprises de la technologie et des plateformes, une question d'urbanisme. Donc elle touche à un ensemble d'acteurs et d'enjeux qui n'avaient par ailleurs pas nécessairement l'habitude de se coordonner et collaborer entre eux. Et troisièmement, elle se caractérise par la présence des grandes entreprises multinationales du digital qui entrent dans les villes et donc transforment non seulement la manière dont sont utilisés les espaces urbains, mais également la manière dont les villes sont gouvernées. Donc, dans notre recherche, tout d'abord, on cherche à comprendre comment la question des régulations touristiques a été politisée, mise à l'agenda et régulée dans ces 12 villes européennes. Quelles sont les modalités et les difficultés de la mise en œuvre?
et quelles sont les nouvelles relations qui se développent entre le pouvoir public, plateformes numériques et autres groupes d'intérêt. Et donc aujourd'hui, je vais parler juste de deux choses. D'une part, je vais montrer comment dans ces trois villes, les modalités des mises à l'agenda et des régulations dépendent de la manière dont cette question elle a été politisée en première instance par les groupes qui se sont mobilisés. Et deuxièmement, je vais montrer qu'autour de ces locations de courte durée et des régulations, il y a un nouvel ensemble des groupes d'intérêt, les plateformes mais aussi d'autres, qui se mobilisent et qui contribuent à structurer les règles et leur mise en œuvre. Donc, dans ces trois villes, très rapidement, on voit des modalités de mise à l'agenda qui dépendent de la manière différenciée dont le problème a été politisé. À Barcelone, il a été politisé comme une question de tourisme d'abord et ensuite du logement. Et la définition du problème a été celle d'un flux de touristes excessif qui a donc des effets sur le quotidien des habitants des quartiers, notamment les quartiers du centre-ville, et sur les logements. Et les premiers acteurs à politiser la question ont été des associations de résidents très implantées dans ces quartiers, très actifs depuis la transition démocratique, et un ensemble de mouvements sociaux qui ont participé à mettre cette question à l'agenda en vue de l'élection de 2015 d'Ada Colau. Donc, l'action publique demandée était celle d'une quasi-interdiction et un système de zonage pour réduire les développements de ce type de location. À Milan, c'est une histoire différente parce que la question elle a été politisée tout d'abord au niveau de la ville comme un problème de sharing economy. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe aussi dans d'autres villes, ça a été aussi le cas à Amsterdam, un ensemble d'universitaires, de consultants qui portaient une vision plutôt positive de l'économie du partage et qui ont élaboré avec la municipalité un programme de soutien au développement des plateformes, vu comme une nouvelle opportunité économique, pouvant aussi offrir des possibilités d'insertion économique des micro-entrepreneuriats. Et au niveau régional, un processus totalement différent où des associations hôtelières se sont mobilisées pour mettre à l'agenda d'une nouvelle loi régionale la régulation de ces locations comme une question de tourisme. Enfin, à Paris, ce n'est pas le tourisme ni la sharing economy qui a été les secteurs et les points d'entrée, mais celui des logements. Donc avec une définition du problème comme un problème pour l'accessibilité du logement et pour le déroulement des politiques publiques du logement, avec un rôle central qui a été joué par des acteurs politiques, j'ai mis une photo de lien pour ça, qui ont participé à politiser et mettre à l'agenda les problèmes. Donc plutôt des acteurs internes au gouvernement municipal, alors que dans d'autres villes, ce sont des mobilisations externes des mouvements sociaux ou d'acteurs économiques. Donc il y a des processus des acteurs et des cadrages qui sont très différenciés, qui amènent à la fois des mises à l'agenda et des régulations diverses. Donc cette différenciation dépend du type d'acteur qui a politisé la question en premier lieu et qui l'a inséré dans des programmes des politiques publiques existants. Et donc ça a une influence à la fois sur les règles et sur leurs changements successifs. Ça, c'est un tableau que je ne vais pas commenter, mais c'est une comparaison des modes de régulation dans les différentes villes. Juste deux choses. Premièrement, cette modalité de politisation du problème a eu une influence sur les secteurs des politiques publiques dans lesquels il est inscrit et par lesquels il est gouverné. Donc c'est le tourisme à Milan et à Barcelone, c'est le logement à Paris. Donc les instruments dont les acteurs publics disposent ne sont pas les mêmes en fonction de cette inscription sectorielle. Ensuite, la définition du problème dont j'ai parlé tout à l'heure a participé à déterminer un petit peu la fermeté des règles. On évalue des différentes manières, on cherche à mesurer des différentes manières, mais qui est très élevée à Barcelone, moyenne à Paris et très faible en termes des fermetés à Milan. Et la principale question ici, sur cette question de la fermeté, elle est à quel moment votre activité de location, elle est considérée comme étant une activité commerciale et qui donc n'est plus un domaine résidentiel du logement et qui donc nécessite d'une licence. Et donc la réponse à Barcelone est tout de suite, dès que vous mettez n'importe quoi sur Airbnb, c'est une activité commerciale, donc il y a une licence. À Paris, c'est aussi une activité commerciale, mais dans la limite, sauf pour les locations de la résidence principale, dans la limite des 120 jours. Donc vous avez le droit d'élouer votre résidence principale
jusqu'à 120 jours par an, donc 4 mois par an. Et à Milan, il n'y a jamais des changements d'usage, donc toute location reste en fait une activité résidentielle. Et donc ça détermine en fait les décrets plus ou moins stricts et des contraintes auxquelles les acteurs économiques qui pratiquent cette activité doivent faire face. Malgré ces différences, la mise en œuvre de ces règles, elle est difficile et conflictuelle partout. Premièrement parce qu'aujourd'hui, ces gouvernements urbains, ils gouvernent sans données. Parce qu'il n'y a pas de transmission par la plupart des plateformes, et notamment la principale d'entre elles, Airbnb, des données individuelles précises sur qui loue quoi, pendant combien de temps, où se trouvent les biens, à qui il appartient, etc. etc. Donc c'est un gouvernement qui s'est fait sans données, qui implique donc des méthodes de contrôle qui sont très consommatrices en temps et ressources, type faire une analyse fine des annonces pour essayer de comprendre si tel logement est loué tout le temps ou pas, faire du porte-à-porte, et puis la mise en place des modes alternatifs de production des données. Tous les gouvernements urbains qui ont essayé de s'atteler à la question connaissent des data activistes, et notamment Murray Cox, qui est une star internationale. Maintenant, c'est un artiste et un ingénieur australien qui habite à New York et qui a mis en place un système pour traquer, en fait, extraire les données du site d'Airbnb, et qui a mis son code à disposition de tout le monde qui en aurait eu besoin. Et deuxièmement, la deuxième raison pour laquelle la mise en œuvre elle est difficile, c'est qu'elle s'est faite dans les conflits. Ces réglementations ont été souvent mises en place entre 2015 et 2016, et elles restent très contestées par des multiples acteurs, les plateformes, mais aussi un ensemble d'autres groupes d'intérêt qui se mobilisent de plus en plus autour de ces normes, autour de ce changement et autour de la légitimité même par les acteurs publics locaux à réguler. Donc, j'en arrive à mon deuxième point, qui est celui sur la reconfiguration des groupes d'intérêt et des conflits urbains autour de ces locations. Donc, les premiers groupes d'intérêt qu'on voit se structurer, c'est évidemment celui des plateformes, et notamment, en fait, d'une plateforme qui a une action politique individuelle très intense. Elles ont été définies par deux juristes américains comme des entrepreneurs de la régulation. Bon, c'est pas nouveau que les entreprises soient des entrepreneurs de la régulation, mais en fait, la spécificité des plateformes, de ces plateformes-là, est que leur business, il s'est développé dans un flou ou dans une incertitude juridique ou dans un vide juridique. Et donc leur survie, la survie de leur activité, dépend de leur capacité successive à influencer les règles et avant tout éviter d'être interdites. Donc, elles ont des rapports avec les municipalités entre échanges politiques et conflits. Échanges politiques parce qu'elles ont besoin des gouvernements pour voir leur activité reconnue. Et conflits dès qu'en fait, il y a des régulations qui cherchent à contrôler ou réduire notamment les développements de cette activité. Airbnb a un objectif très clair de régulation minimale, mais aussi standardisée à travers le monde, avec la mise à disposition des gouvernements municipaux d'outils des politiques locales déjà prêts. Ça, c'est les Policy Tool Chest, c'est une boîte à outils des politiques locales où ils proposent notamment, ce qui a été fait dans énormément, plus que 250 villes dans le monde, la collecte de la taxe de séjour par la plateforme. Donc, qui est leur outil de régulation préféré, évidemment, tout ce qui est licence ou limitation du nombre des locations est fortement opposé. Donc, pour mener une action politique locale, cette entreprise multinationale, elle a tout d'abord un argument très structuré qui reste constant d'une ville à l'autre, qui est celui du droit individuel à partager son logement, assis sur une idée du développement technologique comme un vecteur non seulement des revenus ou des développements économiques, mais aussi des progrès sociaux, et une critique de l'État comme une administration dépassée et dont la capacité à assurer les biens communs est aujourd'hui très limitée. Pour faire valoir leurs intérêts, ils ont mené des formes de réorganisation interne, c'est-à-dire créer des postes des chargés des politiques publiques dans tous les sièges nationaux, avec le recrutement des personnels politiques, des maires, des anciens membres des cabinets, et des négociations directes avec les acteurs politico-administratifs. Mais il y a aussi des formes de mobilisation qui sont plus nouvelles, plus innovantes, et qui reposent sur la mobilisation directe
des clients et des utilisateurs de la plateforme vis-à-vis des gouvernements locaux, avec la création d'un plan de ville des Home Sharing Clubs, qui sont des associations d'hôtes en fait, qui sont mobilisées par la plateforme contre des régulations. Ça, c'est juste un exemple, c'est un mail bombing donc, qui est fait pour s'opposer à certaines initiatives des régulations. Donc, si vous louez votre appartement sur Airbnb, vous pouvez aussi faire de la politique, c'est-à-dire envoyer directement un mail aux élus via la plateforme avec un contenu standardisé qui est une critique en fait de la régulation qui est en discussion en ce moment. Et ça, on l'a vu à Barcelone, on l'a vu à Milan, autour d'enjeux des régulations précis. Au-delà des plateformes, c'est aussi une reconfiguration des intérêts urbains et de l'action collective avec des groupes d'intérêts établis et émergents qui se mobilisent autour de cette question. Il y a d'autres plateformes. Il y a aussi des organisations qui étaient complètement marginales dans le monde du tourisme, des organisations professionnelles d'opérateurs commerciaux des locations de courte durée. La location de courte durée existait déjà. Des gérants des propriétés qui avaient des associations représentatives et qui, en fait, ont vu dans le développement de ces nouvelles activités une possibilité d'augmenter leur représentativité, leur nombre d'adhérents et leurs activités. Il y a les nouvelles associations d'hôtes et ces groupes-là, en fait, ils se trouvent du même côté du marché immobilier, celui des propriétaires et des gérants du logement. Et en face, il y a l'hôtellerie et des associations de résidents et des mouvements sociaux qui donc nouent parfois des nouvelles alliances bizarres, c'est-à-dire qui ne s'étaient jamais rencontrés et vus auparavant et qui ont en fait des convergences d'intérêts autour de cette question. Donc, pour conclure, il y a autour de cette question des intérêts, des droits et des narrations en compétition, avec une tension entre STL, c'est Short Term Rentals, donc les locations de courte durée comme une activité économique, qu'on peut réguler plus ou moins, donc soumettre à des licences ou pas, donc vis-à-vis de laquelle on peut avoir une approche plus ou moins libérale, et les locations de courte durée comme un usage foncier. Et là aussi, plus ou moins régulé, c'est-à-dire que vous avez des acteurs qui défendent les droits à la libre utilisation de la propriété privée très fortement autour de cette question, et d'autres qui défendent sa limitation au nom d'autres choses qui sont les droits au logement abordables, la possibilité de rester habité dans son quartier. Donc pour conclure, on voit autour de cette question un rôle des grandes entreprises technologiques dans la gouvernance urbaine. Elles ne contribuent pas uniquement à transformer les espaces urbains, à l'organisation matérielle, mais aussi les modes de coordination et des gouvernements. Et tout un nouveau groupe d'acteurs qui s'organisent autour de cette nouvelle modalité d'extraction de la rente urbaine par un usage commercial du parc résidentiel. Et en fait, ces questions-là, dans chaque ville, elles sont inscrites dans des luttes plus larges autour de la restructuration socio-spatiale des villes, qui sont des luttes qui renvoient aux questions des droits au logement, de qui bénéficie ou pas de l'économie des visiteurs, de qui a le droit ou pas d'extraire de la rente urbaine. Donc le défi pour les acteurs publics est celui de réguler ces processus qui sont à la fois à une échelle très fine, celle du logement, celle de la chambre, et qui sont reliés à la fois à ces acteurs internationaux et à des flux aussi d'investissement qui se déversent sur le marché immobilier. Merci. Merci Francesca, je t'invite à nous rejoindre à la table ronde. Et puis je vais me permettre une petite question. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans ton propos, c'est qu'a priori on se dit que ces grands acteurs des plateformes n'ont pas forcément besoin de rentrer en dialogue avec le gouvernement urbain pour développer leur activité. L'idée spontanée que moi j'en avais, c'était que justement ils se satisfaisaient du flou juridique. Donc ma question c'est, tu as apporté quelque chose de très contre-intuitif, au contraire ils ont besoin de combler ce flou juridique et d'établir une relation qui n'existait pas forcément avec les acteurs des politiques publiques, qu'ils soient nationaux ou locaux. Ils embauchent des chargés de politique publique. Est-ce que tu peux revenir là-dessus et nous dire notamment, est-ce que c'est une réaction à ces premières initiatives publiques, ou est-ce que c'est dans la nature de ces activités économiques et de ces entreprises que d'avoir quand même besoin de sécuriser leur environnement juridique? J'aurais la même question pour Yann Bronsa.
je pense que ce n'est pas une réaction. Ce qu'on a vu dans les villes, c'est que dès le départ, ils ont eu, si je prends l'exemple à Milan, un rôle très proactif vis-à-vis des acteurs publics locaux. Et la question de la reconnaissance était centrale, d'avoir besoin de voir cette activité reconnue, parce que ça permettait aussi de rassurer les personnes qui se doutaient un peu, ne savaient pas trop si mettre leur logement en location, sachant pas comment payer les impôts, à quelles règles c'était soumis, etc. Et aussi, la reconnaissance par les acteurs publics permet de désamorcer d'autres critiques, comme celles qui viennent de l'hôtellerie, etc. Donc il y avait une recherche d'interlocuteurs publics qui après est aussi devenue une réaction aux régulations. Donc c'est évident, ça s'est joué dans les deux temps, et aujourd'hui effectivement c'est beaucoup dans la réaction, dans les contrôles des normes, etc. Mais c'était aussi avant. Et à Bruxelles, de votre point de vue, effectivement, est-ce que vous avez la même lecture que Francesca? Est-ce que cette demande de reconnaissance et d'entrer en contact avec les acteurs de la régulation qui arrive en premier, ou est-ce que c'est plutôt les activités de la ville de Paris qui ont suscité cette demande de politique publique? D'abord, bonjour. Je partage complètement ce qui vient d'être dit par Francesca et qui correspond tout à fait à mon expérience. J'ai dû devenir adjoint à la maire de Paris le 6 avril 2014. Le 9 avril 2014, j'avais une proposition de déjeuner d'Airbnb. Avant Bouygues, avant Nexity et avant tous les promoteurs qui ont évidemment intérêt à discuter avec l'adjoint à la maire de Paris en charge du logement. Donc oui, Airbnb a été très proactif pour plusieurs raisons à mon avis. D'abord parce qu'ils savaient que la ville de Paris avait l'intention de réguler le secteur de manière assez forte et qu'ils souhaitaient faire valoir leurs arguments. Deuxièmement, ils savaient qu'un certain nombre de secteurs économiques, notamment l'hôtellerie, se mobilisaient. Et troisièmement, ils ont toujours été en recherche vis-à-vis de nous, du moins au début, d'une forme de respectabilité. Et en tout cas, ils avaient besoin d'une forme de label de respectabilité. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont cherché à obtenir au départ, dès lors que nous avons mis en place des mesures de régulation, mais j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Les relations se sont tendues et ils ont renoncé à obtenir de notre part ce label de respectabilité. Ils ont cherché à l'obtenir ailleurs, notamment du côté de l'État. Mais du côté de la ville de Paris, ils ont assez vite compris que c'était peine perdue. Mais en tout cas, je confirme tout à fait ce qui vient d'être dit. Alors, je ne sais pas à quel moment de l'exposé vous êtes arrivé précisément, je n'ai plus le souvenir. Enfin, Francesca a bien indiqué que selon les villes, notamment dans ces trois cas, qu'on soit à Barcelone, à Milan ou à Paris, on n'a pas la même entrée. Plutôt une entrée sharing économie à Milan, plutôt une entrée touristique à Paris, à Barcelone, et plutôt une entrée logement à Paris. Est-ce que ça a fait débat, ou est-ce que c'est tout simplement le reflet de mobilisation auquel vous étiez confrontés, vous, du côté des résidents? D'abord, non, ça n'est pas lié à une mobilisation des résidents. D'ailleurs, je suis assez frappé, moi, par le fait que en France en général, à Paris singulièrement, on n'a pas de grande mobilisation sociale sur le logement. Et c'est d'ailleurs, je le regrette tous les jours, mais c'est d'ailleurs une grande différence entre une ville comme Paris et une ville comme Barcelone. On n'a pas de grosse mobilisation. On a plein de mobilisations sociales en France sur plein de sujets, mais sur les enjeux du logement, on ne peut pas dire qu'on ait de grande mobilisation sociale. Donc ça, c'est le premier point. Non, c'est lié à deux choses. D'abord, une volonté politique de ma part en 2014 de m'emparer de ce sujet. Au départ, le sujet est coporté avec l'adjoint en charge du tourisme, mais bon, j'ai beaucoup tenu à prendre la main sur cette question-là, parce qu'on a été un certain nombre à percevoir assez vite les difficultés de logement posées par le développement d'Airbnb. Et puis par ailleurs, c'est aussi lié à la structuration de notre administration. Il se trouve qu'au sein de la direction du logement et de l'habitat de la ville de Paris, qui compte à peu près 350 agents, le contrôle des meublés touristiques, avant même que je n'arrive en responsabilité, relevait de la direction du logement et de l'habitat. Donc de fait, administrativement, cette question-là et la régulation des locations touristiques relevait du secteur logement, donc de l'adjoint de tutelle. Avant peut-être d'ouvrir le débat avec la salle, on a encore, je crois, un bon quart d'heure pour... Francesca, est-ce que tu peux revenir sur le scrapping? Je ne suis pas certain que tout le monde soit au courant de ce que c'est que le scrapping et comment on développe cette activité. C'est une technique qui est aussi pratiquée par la ville de Paris, qui consiste en fait à utiliser un code qui permet d'extraire les données du site.
Et donc vous pouvez, et donc les codes ils tournent tout le temps, donc vous pouvez sur une période donnée savoir combien de logements ils sont à location à ce moment-là, et donc avoir une idée de est-ce que ces logements-là il est loué 3 mois par an, 6 mois par an ou 12 mois par an. Donc c'est vraiment, ça sort des fichiers, des données du site Airbnb. Et c'est légal? C'est illégal, ni légal ni illégal. En tout cas, Marc Cox est encore en circulation et il n'a pas de procès. Donc voilà. Et monsieur Broussard, comment on développe cette compétence de scrapping donc cette compétence allégale dans une collectivité comme la ville de Paris? Nous avons mis en place un système de scrapping depuis 1 an exactement, ce qui est un peu tardif parce que du coup je le regrette parce que ça ne nous permet pas du coup d'avoir des données sur le long terme et de faire des comparaisons sur des périodes un peu longues. Mais on a décidé de le mettre en place il y a 1 an. Je suis incapable de vous expliquer techniquement comment cela fonctionne. La seule chose que je sais, c'est que ces données sont assez conformes à celles de Murray Cox. Je les compare régulièrement et la ville de Paris est en contact avec Murray depuis maintenant quelques années et les données sont assez similaires. On tourne à Paris aujourd'hui autour de 60 000 annonces sur Airbnb et nous avons atteint depuis 1 an une forme de plancher. On a eu une augmentation très très sensible jusqu'en 2017 et cette augmentation a fini par stopper et par stagner. Je le mets évidemment au crédit d'un certain nombre de mesures de régulation que nous avons mises en place entre-temps. Mais en tout cas, on est dans cette phase-là, ce qui n'est pas tout à fait le cas d'autres villes comme Bordeaux, dans lesquelles le développement d'Airbnb est arrivé plus tard et Bordeaux est encore dans une phase d'augmentation très nette. En tout cas, ces logiciels de scrapping nous permettent d'avoir ces éléments-là et c'est évidemment très très intéressant pour nous. Je vous propose qu'on ouvre le débat à la salle. Je ne sais pas s'il y a un système de micro ambulant, baladeur, vous avez vu? Est-ce qu'il y a des questions sur ces... Ah, si, il y en a un. Bon, en attendant que la pompe à questions s'amorce, moi ce qui m'a frappé aussi en connaissant un peu les travaux d'Antoine Couron sur Waze, qui a travaillé aussi sur les effets assez forts de la plateforme Waze sur le trafic automobile dans les villes, il semblerait que pour cette plateforme-là, les collectivités soient, pour le coup, confrontées à l'absence totale de l'interlocuteur. C'est-à-dire que Waze fait partie de Google et les représentants qu'il a en France sont plutôt des commerciaux qui vendent de l'espace publicitaire. Alors, si vous avez connaissance de ces différences, comment vous expliquez que dans le cas de Waze, on ait l'absence totale de volonté de rentrer dans une régulation, un dialogue sur les régulations avec la collectivité, alors que dans le cas de Airbnb, on est face à cette... peut-être que je vous prends un petit peu au dépourvu, mais enfin, comme ces deux plateformes relèvent de cette nébuleuse des plateformes numériques, comment on peut expliquer cette différence d'attitude vis-à-vis de... alors ne vous battez pas pour répondre à la question. Je ne sais pas, mais je pense que Airbnb, il y a quand même un enjeu par rapport à d'autres plateformes, c'est que les enjeux et les effets urbains ont été très visibles et sont très concrets. Il se voit au niveau des copropriétés. Dans chaque copropriété, il y a des problèmes liés aux juristes qui font pas de tri sélectif, qui font des fêtes la nuit, etc. Donc ça touche au quotidien des gens de manière très forte. Lier les bouchons à Waze, c'est, je pense, aussi un cheminement moins clair. Et je pense que ça l'a été aussi pour les pouvoirs publics. Et après, j'imagine qu'il y a aussi des questions de culture d'entreprise. Airbnb, le chef politique public d'Airbnb, c'est un ancien membre du cabinet du président Obama, je crois, un démocrate très connu. Ils ont un rapport à l'État assez spécifique, très paternaliste, mais aussi avec cette idée de faire des biens communs. Donc il y a un rapport au pouvoir public qui est assez particulier, et je ne sais pas si dans Waze, il y a la même chose. Je partage ça. D'ailleurs, je suis assez frappé par le fait que Airbnb est devenu à Paris un sujet politique très important.
Il n'y a pas un conseil, le Conseil de Paris se réunit une fois par mois, il n'y a pas un Conseil de Paris au cours duquel les enjeux liés à Airbnb ne sont pas évoqués. Or, concernant Waze, on n'a jamais eu de débat politique autour de cette question-là. Sans doute parce que, à tort, nous ne nous en sommes pas emparés et les conséquences sont effectivement moins visibles et moins nettes. Je dirais qu'il y a deux plateformes qui suscitent du débat politique à Paris. La première, c'est Airbnb de manière très forte, très nette et très insistante. La deuxième, de manière plus discrète, c'est Amazon, avec les conséquences que son développement peut avoir sur les enjeux liés au petit commerce. Dans une ville qui en plus s'est quand même beaucoup battue pour préserver un tissu commercial. Et puis c'est vrai que ce sont les deux plateformes qui sont aujourd'hui à l'origine de débats politiques et qui structurent à certains égards le débat politique. Moi j'avais une petite question, je viens de me lever de me présenter. Nicolas Melzetti, je suis postdoc au LAS. Moi j'avais une question sur une troisième plateforme, je n'avais pas cité en tout cas département, c'est Uber. Et du coup, est-ce que voilà, est-ce qu'on pourrait comparer un petit peu l'analyse entre Uber et Waze et même Airbnb et du coup, est-ce que d'un point de vue scientifique, il y aurait un programme de recherche autour de ces questions de plateformes numériques qui seraient faites sur les politiques urbaines? Et est-ce que d'un point de vue des politiques publiques, des praticiens, comment est-ce qu'on fait face à la montée d'une pluralité de ce type d'activités qui se rejoignent quelque part par rapport à ce qu'a dit Francesca tout à l'heure. Sur Uber, je pense que la différence principale, c'est que Uber s'est quand même développé dans un champ qui est extrêmement réglementé partout, qui est celui des licences des taxis. Donc il n'y a pas ces vides juridiques dans lesquels ont pu se développer d'autres types d'activités. Donc les réactions ont été, des professions organisées ont été très fortes dès le départ. Et première différence, et puis aussi Uber n'a pas du tout eu les mêmes rapports au pouvoir public. Il a eu un rapport beaucoup plus basé sur la confrontation, sur l'opposition frontale, qu'Airbnb au départ, qui était justement dans cette recherche de collaboration, d'échange, etc. Donc Uber, c'était, ça a été dit, too big to govern, c'était arriver, déstructurer les secteurs et ensuite obliger les autres à accepter leur existence. Et Airbnb, c'est un peu aussi les mêmes procédés, mais avec cette recherche des dialogues avec les pouvoirs locaux. Donc sur les programmes de recherche, en vrai, je ne suis pas entièrement sûre, c'est-à-dire que oui, on peut étudier ces plateformes, et puis je pense aussi étudier les processus de concentration, d'acquisition entre elles, d'entrée aussi d'acteurs traditionnels. Maintenant, il y a des hôtels qui investissent dans les locations touristiques, dans d'autres plateformes, donc les limites entre les nouveaux et l'ancien, les légales et l'illégal, elles sont en train de se reconfigurer, donc je pense qu'il y a quelque chose à faire autour de ça. Après, on peut comparer aussi les régulations sectorielles, mais ça me paraît plus difficile. Daniel. Merci beaucoup, Daniel Kubler, de l'Université de Zurich. J'ai une question à Yann Brossard notamment. J'étais très intéressé par ce que vous avez dit sur votre invitation à déjeuner après 3 jours d'être entré en fonction. Donc, la question qui se pose pour moi, comment voyez-vous la qualité de Airbnb comme représentant d'une nouvelle sorte d'acteur urbain? Est-ce que par rapport aux intérêts et aux représentants d'intérêts traditionnels que vous avez à faire avec dans votre fonction, est-ce que c'est quelque chose de complètement différent? Est-ce que c'est quelque chose qui rappelle des pratiques et des intérêts des anciens? Comment est-ce qu'il faut imaginer cet acteur en dialogue ou en confrontation avec les pouvoirs publics? Ma réponse sera peut-être un peu ambivalente, enfin en tout cas pas totalement univoque. Je dirais que la première chose qui me frappe moi, c'est la première fois que j'ai été confronté à une entreprise dont les représentants m'ont dit les yeux dans les yeux, nous ne respecterons pas la loi. Pourtant, j'en ai vu défiler des représentants d'entreprise. C'est sans doute lié à plusieurs choses. Lorsqu'un adjoint en charge du logement rencontre un promoteur, le promoteur sait
que de l'adjoint dépend l'attribution d'un permis de construire ou pas. Donc quand je dis dans cet immeuble il y aura 30% de logements sociaux parce que c'est ce que prévoit le plan local d'urbanisme, le promoteur ne peut pas dire non. Parce que s'il n'y a pas les 30% de logements sociaux, il n'y aura pas de permis de construire. Donc globalement, par exemple, avec les promoteurs ou avec les constructeurs, on arrive à construire assez facilement, on arrive à construire des deals qui sont de notre point de vue acceptables. Parce que nous avons en main un rapport de force lié au permis de construire. Avec Airbnb, la situation a été très différente. Dans un premier temps, Airbnb a cherché à construire un accord avec nous. Sans passer par la loi, sans passer par des réglementations, un accord entre la ville de Paris et eux. C'est notamment le cas avec la décision qui a été prise en début de mandature sur la collecte de la taxe de séjour. Et Airbnb est devenu organisme collecteur de la taxe de séjour. Et à chaque fois qu'Airbnb concluait un accord avec nous, comme celui-ci, Airbnb insistait beaucoup sur le fait qu'il devait être suivi immédiatement d'un communiqué de presse de la ville de Paris félicitant Airbnb pour cette décision. Et effectivement, Airbnb est devenu organisme collecteur de la taxe de séjour avant même qu'il y ait une loi qui prévoit ça. Donc Airbnb se présentait comme une loi proactive qui prenait les devants et décidait de conclure des accords sans même que la loi ne les y contraigne. Le mécanisme s'est complètement grippé lorsque nous avons fait voter un amendement à la loi République numérique en 2016 prévoyant la mise en place du numéro d'enregistrement. C'est une décision que la ville de Paris a prise et nous avons plaidé auprès du législateur pour obtenir de la ministre de l'époque, c'était Axel Lemaire, que nous puissions mettre en place un numéro d'enregistrement. Et il y avait deux éléments qui étaient essentiels dans le numéro d'enregistrement. Un, l'obligation pour tout propriétaire louant son logement sur une plateforme de s'inscrire. Obligation qui lui était donc faite. Et deuxièmement, et c'est là que, de mon point de vue, les choses commençaient à coincer très sérieusement pour Airbnb, l'obligation de retirer toutes les annonces démunies de numéro d'enregistrement. C'est-à-dire que pour la première fois dans la loi, il était question de responsabiliser non pas seulement le propriétaire, mais de responsabiliser la plateforme. C'est-à-dire, pour le dire grossièrement, l'obligation pour la plateforme de faire le ménage entre les annonces illégales d'un côté et les annonces légales de l'autre. Et là, le mécanisme s'est complètement grippé. Et à partir de ce moment-là, Airbnb a fait deux choses. D'abord, ils nous ont dit « nous ne respecterons pas la loi ». Et donc, nous ne retirerons pas les annonces illégales parce que ça n'est pas notre travail. Et deuxièmement, Airbnb a mis en place un lobbying extrêmement puissant visant à faire en sorte que le décret d'application relatif aux sanctions infligées aux plateformes qui ne retirent pas les annonces illégales, ce décret d'application n'est jamais sorti. Entre 2016 et 2018, jamais ce décret d'application n'a été publié. Et entre-temps, Airbnb France a recruté le responsable à la communication de la ministre de l'époque, puisqu'il est devenu responsable des affaires publiques d'Airbnb, un ancien de la ville de Paris. Mais, donc on voit bien comment Airbnb est très partisan d'accords, mais dès lors que on a des lois qui sont des lois contraignantes et des lois qui leur imposent des responsabilités particulières, la mécanique se grippe complètement. Et d'ailleurs, et donc j'en viens à un dernier exemple, du coup je donne beaucoup d'exemples, mais je ne te pose pas beaucoup dessus, donc je le ferai à ma place, mais dernier exemple. Donc, je le disais, le décret d'application n'est jamais sorti, mais nous avons quand même obtenu enfin que dans le cadre de la loi Elan qui vient d'être adoptée tout récemment, des sanctions soient véritablement prévues pour les plateformes qui ne retirent pas les annonces illégales. Donc ça y est, la loi le reconnaît. Et même le montant des sanctions, le montant des pénalités est désormais dans la loi, ce qui est de mon point de vue une bonne chose et ce qui résulte d'une mobilisation d'un certain nombre de villes, pas uniquement Paris, mais aussi Bordeaux, Lyon, des villes de bords politiques différents. Donc enfin, la loi fait figurer ces sanctions. Simplement, dans le même temps, simultanément, Airbnb a énormément insisté pour signer un accord avec le gouvernement. C'est qu'ils font les deux.
Simultanément, Airbnb a signé un accord avec le gouvernement, qui a été signé en grande pompe, avec beaucoup de communication, dans lequel Airbnb s'engage à retirer les annonces présentes au-delà de 120 jours. Puisque en France, on a le droit de louer sa résidence principale jusqu'à 120 jours par an. Sauf que c'est de mon point de vue complètement aberrant. Puisque de toute façon, depuis la loi de 2016, Airbnb se doit de retirer les annonces présentes au-delà de 120 jours. Donc il n'y a pas besoin de signer un accord avec le gouvernement qui prévoit qu'Airbnb accepte d'appliquer la loi 2 ans après qu'elle ait été votée. Et donc cela a été fait, et d'ailleurs à l'époque, le ministre, enfin je ne sais pas s'il est encore ministre, parce que je crois qu'il doit y avoir un remaniement, avait insisté auprès de la ville de Paris pour que ce soit un accord tripartite qui engage la ville de Paris. Et à l'époque j'ai refusé parce que je me voyais difficilement signer un accord qui prévoit simplement le respect de la loi avec 2 ans et demi de retard. Mais je trouve que ça en dit long, c'est-à-dire que Airbnb avait perdu la bataille juridique, mais voulait quand même gagner la bataille de l'opinion en prouvant qu'ils étaient de bonne foi et qu'en tout cas, ils souhaitaient faire en sorte que la loi soit appliquée. Voilà. François Ménard, chef de l'émission de PUCA. Et je voulais poursuivre sur la proposition de Nicolas Malzetti à essayer de développer des recherches sur la question de la régulation des plateformes. Parce que on évoque Airbnb, on évoque Waze, et ça demanderait d'être un petit peu distingué et déconstruit parce que il y a des choses différentes derrière cette notion de plateforme et derrière l'économie de plateforme. On peut tout à fait contester que Waze participe d'une économie de plateforme. Waze, c'est pas du collaboratif, c'est du pocket sourcing, ça récupère l'information des téléphones portables avec le consentement des usagers. Donc, ça peut être virtuellement du collaboratif, mais on s'inscrit dans une autre logique de construction d'un service à des individus mobiles. Ça propose une optimisation individuelle de ces déplacements, et la somme de ces optimisations individuelles peut faire une désoptimisation collective et donc contrarier à un plan de déplacement. Dans l'économie de plateformes type Uber ou Airbnb, il y a 2 problèmes de régulation différents. Il y a un problème de régulation du marché du logement, en tout cas à Paris, par Airbnb. Et il y a un problème, on va dire, de concurrence et de pression sur le monde du travail par Uber. Mais est-ce que ce qui est en cause, c'est le modèle de l'économie de plateforme initiale, le modèle du partage, ou est-ce que c'est sa dérive? Parce que dans Airbnb, au départ, c'est l'idée, c'est ce que Francesca Archioli présentait dans sa présentation. On a un bien propre qu'on va mettre à disposition des autres moyennant une indemnisation, et Uber, les conducteurs sont supposés être propriétaires de leur véhicule et sont auto-entrepreneurs. En réalité, on sait très bien que la plateforme prend le pas sur les propriétaires de biens, et du coup, finalement, commodifiant, en rendant marchand quelque chose qui était dans du bien privé, il produit une nouvelle activité régulée par la plateforme, mais qui demande à être régulée par les pouvoirs publics. Enfin, ces pistes-là pour montrer qu'il y a vraiment un travail de réflexion à faire sur les mécanismes de régulation qui sont différents selon les types de plateformes, selon leur type d'économie, selon finalement l'incidence qu'elles ont sur la vie publique des villes, que ce soit leurs services ou le travail qu'on y réalise. Merci. Est-ce que ça appelle une réaction? Donc ils sont d'accord. Alors, il faudrait qu'on passe à la séquence suivante s'il y a une courte remarque, une courte question. Non, c'est bon. Ok. Donc on va passer. Merci à beaucoup à tous les deux. Merci Francesca, merci Yann Brossard. Je crois qu'on peut les applaudir. Donc je vais vous passer la parole à moi-même.
cette slide, il n'y a pas de titre. Voilà, il n'y a pas de titre sur la slide, mais je vais vous présenter en fait, en essayant de ne pas la trahir, le travail qu'a réalisé donc, dans le cadre de ce programme PUCA sur l'internationalisation des villes, Déborah Galimberti, qui est aujourd'hui postdoc Marie Curie à l'Université de Florence sur la question de l'émergence d'une supposée consultocratie globalisée. Alors la question que Déborah s'est posée, c'est tout simplement de savoir si aujourd'hui on pouvait considérer que les acteurs travaillant dans le conseil en politique urbaine et territoriale, qu'ils agissent dans le domaine du conseil plutôt généraliste, type contrôle financier, au sein des Big Four, tels Accenture, KPMG, Deloitte et puis Ernst & Young, ou les acteurs intervenant plutôt dans le cadre de grandes boîtes d'ingénierie technique type Aegis, notamment, ce qui me vient en tête, étaient des acteurs de l'internationalisation des villes. Alors, entendu, plusieurs aspects, étaient à la fois des acteurs permettant aux villes d'accéder à un statut de ville internationale, mais aussi des acteurs qui pouvaient participer à la circulation des modèles de politique publique et participer du coup à une forme d'uniformisation, de standardisation des politiques urbaines. Alors, cette question, elle a émergé essentiellement à partir des années 80-90. Alors, pour le cas de la France, bien entendu, la décentralisation a été un grand tournant, puisque avec le relatif retrait de l'expertise d'État, on a vu se constituer un secteur au niveau national de consultants en politique urbaine. Et ce phénomène n'est pas propre à la France, puisqu'on l'a vu se développer un peu partout dans le monde. Alors il faut tout de suite préciser que ce marché du conseil est un marché extrêmement fragmenté entre les deux premiers types d'acteurs que j'ai mentionnés, conseil de grandes entreprises spécialisées plutôt dans l'audit financier, des conseils en gestion financière, conseil technique en ingénierie technique, et puis petits consultants, petits et moyens consultants sur des questions de stratégie et de politique urbaine. On a un univers extrêmement disparate, et un univers qui est, il faut bien le dire, caractérisé pour beaucoup par un ancrage national très fort des consultants. Alors malgré ces préalables-là, un certain nombre d'auteurs qui notamment travaillent sur les questions de circulation des modèles de politique publique, notamment ce qu'on appelle dans la littérature anglo-saxonne les travaux sur les policy mobilities, le transfert de politique urbaine, pour le dire autrement, ont formulé l'hypothèse que les logiques de néolibéralisation, de standardisation des politiques publiques avaient vraisemblablement en leur cœur des acteurs très concrets. Ces acteurs étaient probablement des acteurs qu'on trouvait dans les colloques, qu'on trouvait dans les salons, qu'on retrouvait aussi dans les couloirs des gouvernements urbains, qui sont des consultants. Et l'hypothèse a donc été formulée par ces travaux de l'émergence d'une consultocratie globalisée. Voilà, le terme est assez fort, mais enfin il dit bien ce que les auteurs ont en tête, cette idée d'émergence d'un pouvoir spécifique de ces consultants à déterminer le contenu des politiques urbaines. Alors, Déborah s'est donc intéressée à un certain nombre de ces acteurs en centrant son analyse plutôt sur les acteurs les plus susceptibles d'avoir une dimension très internationale à leur activité. Elle s'est notamment intéressée, dans le cadre d'entretien, à une douzaine de professionnels du conseil privé, dont le rayon d'action dépassait celui de leur base nationale. Alors elle s'est d'abord intéressée aux pratiques, aux visions du monde de ces acteurs-là. Et ce qu'elle a notamment repéré, c'est une espèce d'ambiguïté fondamentale dans le discours de ces acteurs. C'est que d'abord, ils se présentent non pas comme des acteurs capables de monter fortement en généralité, de conseiller à des gouvernements urbains des espèces de stratégies clés en main de développement urbain, de positionnement international des villes. Ils se présentent le plus souvent comme des acteurs essentiellement occupés à proposer des solutions très concrètes et opérationnelles à ces acteurs. Alors, dans le discours de ces consultants, ce qui est aussi assez intéressant, c'est la manière dont ils articulent dans leur discours la question du global et du local. Ils prennent toujours très grand soin du fait d'affirmer que dans leur activité,
la dimension locale est extrêmement importante, c'est-à-dire que quand bien même ils sensibilisent les acteurs des gouvernements urbains à la question de la globalisation, ils s'attachent toujours aussi à proposer, en tout cas se donnent à voir comme proposant des solutions concrètes et opérationnelles qui sont adaptées aux situations locales. Donc ils travaillent vraiment dans leur discours sur l'articulation entre ce global et le local. Et puis, ils mettent fortement en valeur aussi les effets d'apprentissage, c'est-à-dire que les activités de consultance qu'ils peuvent mener à droite à gauche sont aussi des moments où ils font un apprentissage de modalités différentes d'appréhender la globalisation pour un gouvernement urbain. Alors, ce qui est aussi assez intéressant, c'est que malgré cette insistance forte sur leur capacité à adapter leurs propositions à des situations locales, le mode opératoire de ces consultants est essentiellement le benchmark. C'est-à-dire qu'en gros, ils font la compilation d'initiatives locales, mais ils ont la capacité, du coup, à ériger ces initiatives locales en modèle pour d'autres villes. Donc, en même temps qu'ils s'intéressent fortement à des initiatives locales, ils ont cette capacité à ériger des innovations des gouvernements urbains en référence, qui deviennent quasiment des figures imposées pour d'autres gouvernements. Alors, dans son papier, elle note notamment cette activité d'un consultant qui distingue dans son benchmark des villes et de leur stratégie de développement économique, les hotspots, les grandes villes globales capables de rayonner, les hopeful, ceux qui ont un espoir un jour d'accéder à cette classe de villes mondiales, et puis les hopeless, ceux qui en gros sont... voilà. Donc vous voyez, à la fois, on sent qu'on enracine la construction d'un savoir dans des situations locales, mais ces situations locales sont ensuite réintroduites dans des classements qui, bien entendu, exercent comme une forme d'influence assez forte sur les acteurs des politiques locales. Alors, Déborah s'est ensuite intéressée à la manière dont on retrouve un certain nombre de ces consultants dans ce qu'elle appelle, elle, des réseaux transnationaux d'expertise. Alors, le terme de réseau ne doit pas conduire à une confusion. Ici, quand elle parle de réseau, elle ne parle pas forcément d'associations de collectivités locales ou de réseaux européens type Eurocité. Elle évoque plutôt des réseaux transnationaux d'expertise mis en place par des institutions internationales, des charities ou parfois des entreprises privées. Alors elle s'est intéressée notamment à 3 réseaux transnationaux d'expertise, le Metropolitan Global City Initiative lancé par la Brookings et JP Morgan Chase, le Lead Partners Club Network mis en place par l'OCDE sur les questions notamment de développement économique local et d'emploi, et puis Arcadis, la société Arcadis qui a mis en place un réseau qui s'appelle Big Urban Clients. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment, grâce à ces réseaux, les consultants internationaux sont souvent associés à ces réseaux dans lesquels on va retrouver des entreprises, des fondations ou des organisations internationales et des gouvernements urbains, et ces réseaux offrent un point de contact entre ces consultants transnationaux et les gouvernements urbains. Et ce qu'elle montre dans son travail, c'est notamment l'importance pour ces consultants internationaux de trouver, grâce à ces réseaux, des acteurs qui sont capables, dans les gouvernements urbains, de voir plus loin que le mandat. Notamment, ils sont très friands de rencontrer dans ces réseaux un directeur d'agence d'urbanisme, un directeur de service, un directeur d'agence de développement économique dont la longévité à la tête des politiques urbaines est souvent plus importante que celle des élus, et qui vont voir plus loin, que le terme, que tout simplement le mandat. Et généralement, ces gens-là sont capables de développer une réflexion sur les positionnements stratégiques de long terme qui entrent en résonance avec la vision qu'ont ces consultants. Donc, ils forment une espèce de couple qui est préoccupé par ces questions de positionnement de la ville, de son ouverture à la globalisation,
Et ce couple va permettre de faire pression sur des élus peut-être moins sensibles à ces questions de compétition internationale des villes. Alors, ce qu'elle montre aussi, qui est aussi assez fascinant, c'est la manière dont en fait ce réseau transnationaux de consultants, alors elle évoque notamment Greg Clark, on ne peut pas le nommer, sont aussi une ressource pour les gouvernements locaux. Alors, je l'explique plutôt. Elle montre très bien à travers des entretiens menés avec des acteurs plutôt relevant de l'univers du gouvernement urbain, que pour une collectivité, s'offrir les services d'un consultant international, c'est tout simplement une manière de s'acheter un droit à être cité comme une ville qui fait référence. S'offrir les services d'un Greg Clark, c'est tout simplement avoir une relative garantie à terme d'être évoqué par Greg Clark dans tout un tas de colloques, de congrès, de salons, que sa ville soit évoquée comme un modèle en matière de logement, de rénovation énergétique, de développement économique, etc. etc. Donc, vous avez ici une situation qui est assez intéressante. Il faut nourrir le monde du conseil. Quand vous allez chercher l'aide d'un consultant international, vous n'allez pas chercher uniquement de l'expertise, vous achetez un relais qui va vous permettre de faire partie de ce que Vincent Méal appelle le club des villes trendsetters, c'est-à-dire ces villes qui sont capables de fixer la tendance en matière de développement d'activités de politique urbaine innovantes. Alors ça, c'est à peu près la même chose dans mon souvenir. Oui, ces acteurs sont aussi ces consultants situés dans ces réseaux transnationaux d'expertise sont aussi des acteurs qui revendiquent le fait d'accélérer l'apprentissage de ville en ville, d'être véritablement des acteurs qui participent à la diffusion du savoir, et donc on peut le penser à la diffusion d'un certain nombre de recettes. Alors, pour conclure, Déborah s'intéresse en conclusion sur la question de savoir si ces réseaux, le développement de ces réseaux, offrent une forme de résistance ou de remise en question des recettes du New Public Management. Alors c'est une question en suspens. Pour elle montre que globalement, on a plutôt une logique de circulation assez forte de recettes déjà éprouvées relevant plutôt du New Public Management dans ces réseaux, mais en même temps la question reste ouverte. Il faut aussi avoir une forme de renouvellement, de diversification des profils des consultants. Elle s'intéresse aussi à la question de la place des contre-expertises dans ces réseaux transnationaux. Notamment la question de savoir si peut avoir le cas de consultants qui se positionnent notamment sur la contestation d'une espèce de pensée mainstream sur la ville globalisée. Alors je ne sais pas, ce serait une question qu'on pourrait poser à Yann Brossat, est-ce qu'aujourd'hui il est impliqué dans un réseau transnational de villes qui s'intéresse à la manière dont on peut offrir une contre-expertise face à Airbnb et construire des positions différentes par rapport à la globalisation. Voilà. Alors, tout ça est peut-être un peu confus, ça aurait été beaucoup plus clair si Déborah avait pu vous le présenter. Et voilà un peu les résultats de son travail sur ces réseaux transnationaux. Moi, ce que j'en retiens, c'est quand même cette idée que c'est moins souvent une expertise qu'on achète quand on est une ville et qu'on a recours à ce genre de service que véritablement un passeport pour figurer dans le club des villes susceptible d'être cité en exemple par ces consultants. Voilà. Je vous remercie. Bon, voilà, me revoilà, bonjour. Je passe à mon travail d'animateur. Alors c'est pas toujours facile, mais Nicolas Ledoux, je vais tout simplement vous demander
comment vous sentez par rapport à ce tableau que je viens de dresser en appuyant sur les travaux de Deborah Galiberti. Est-ce que vous, en tant qu'algoé, bon, j'ai compris qu'encore aujourd'hui vous êtes plutôt très positionné sur le marché français, avec un espoir quand même de développement d'activités, notamment en Afrique et en Asie. Voilà, comment vous avez été confronté à l'émergence de ces consultants transnationaux, quand vous êtes vous plutôt au départ acteur conseil des politiques territoriales ancré sur un espace plutôt national. Bonjour à tous. Alors effectivement, la part de l'international s'accélère très fortement pour les cabinets que je dirige, puisqu'aujourd'hui, on fait entre 20 et 25% de notre chiffre d'affaires à l'export hors Union européenne, et principalement sur deux zones géographiques que sont l'Asie, en particulier l'Asie du Sud-Est, et l'Afrique subsaharienne, sur les mêmes métiers que ceux que le cabinet a pu développer en France. Mais effectivement, au départ, on est très franco-français, puisque Algoé, c'est le plus vieux cabinet de conseil français encore existant et à capital constant, puisqu'on fait nos 60 ans d'existence. Et on a vu ces 10-15 dernières années, effectivement, arriver sur un marché qui était très national, des grands acteurs internationaux qui mettent en avant cette capacité à aller chercher du benchmark, du retour d'expérience, tiré de l'expérience de très grandes métropoles qu'ils ont eu l'occasion d'accompagner par ailleurs. Je ne suis pas sûr que ce soit uniquement du fait de la consultocratie qu'on constate ce besoin d'aller systématiquement s'étalonner par rapport à des grandes tendances mondiales. Je pense que ça correspond aussi de la part des villes, d'une accélération de la compétition d'abord, entre elles, ceux qui vont se comparer. Chacune jouant dans des catégories différentes, mais évidemment, dans le cas de Paris, les grands exemples de comparaison, ça va être New York, ça va être Londres, ça va être Singapour, Tokyo. Donc il y a clairement ce besoin de se comparer du côté des villes. Il y a aussi des acteurs économiques, on en a évoqué quelques-uns, qui eux ont depuis longtemps déjà cette assise internationale. Alors, on a parlé des GAFA, on a parlé de ces grandes plateformes, mais sur la chance d'avoir quelques fleurons français très très présents à l'international, les sociétés de transport aussi. Donc voilà, il y a un certain nombre de grands opérateurs de services urbains, de grands acteurs qui financent la ville, qui se positionnent aussi à l'échelle internationale, donc qui peuvent contribuer à autant, si ce n'est plus, que les consultants, à mettre en avant des grandes pratiques et essayer de un peu tout standardiser. Alors je suis tout à fait d'accord avec Deborah quand elle dit que tous ces consultants, et on fait la même chose, se cachent derrière, on a le souci d'une lecture très fine et intelligente des enjeux locaux, on a le souci de maîtriser des jeux d'acteurs, une gouvernance, et chaque ville est différente. Évidemment, on ne plaque pas la même stratégie de développement sur toutes les villes. Il n'empêche que, et pour travailler avec certains des cabinets qui ont pu être analysés par Deborah, il y a comme ce réflexe, et c'est peut-être plus qu'un réflexe malheureusement, un peu systématique, de vouloir appliquer les mêmes bonnes recettes qu'on a vues à New York, qu'on a vues à Singapour, et de vouloir les faire rentrer un peu de force sur d'autres schémas de développement urbain, notamment européens. Donc, je pense que la bonne... enfin, peut-être un petit peu d'autres questions, mais aujourd'hui, ces tendances, c'est à la mode de s'appuyer sur ces grands cabinets. Il y a clairement, probablement, un enjeu, pas pour les grandes villes mondes, comme Paris. Paris n'a pas besoin de faire travailler des grands consultants internationaux pour être omniprésente dans les grands classements et pour être citée en exemple dans les grands colloques. Mais sur des villes qui ont besoin d'exister davantage sur la scène internationale, et toutes les métropoles pas encore mondialisées qu'on a en France peuvent en faire partie, là il peut y avoir cet intérêt à acheter un ticket d'entrée pour être dans les bons classements, pour être dans les bonnes études, les bons baromètres internationaux, et gagner quelques places juste parce qu'on a fait travailler le cabinet qui élabore le classement. Peut-être pour rebondir, il se trouve que j'ai eu accès au verbatim de l'entretien que vous avez fait avec Deborah quand j'ai
Je me suis régalé. Notamment, il y a un moment où vous indiquez que la question de l'internationalisation pour vous est justifiée par le fait qu'en France, les collectivités ont de moins en moins d'argent. On peut imaginer que celles qui ont de moins en moins d'argent sont celles qui déjà partaient de très bas et qui de plus sont confrontées à la réaction de l'expertise publique du fait du redimensionnement de l'appareil, notamment de l'État déconcentré. Comment vous gérez ça en tant qu'Algoé? Est-ce que vous avez, vous existez depuis quasiment l'après-guerre, c'est ça? Comment avez-vous vu l'évolution, notamment dans ce caractère très sélectif de l'accès à une expertise technique privée? Alors, le fait que le marché des conseils du secteur public local va se réduisant, aujourd'hui c'est assez objectivé par un certain nombre d'études conduites notamment par Syntec Management et Syntec Ingénierie. Donc voilà, il y a une réduction de ce marché. On a la chance de faire partie des cabinets qui sont plutôt en croissance, mais c'est plutôt en conquête de part de marché par rapport à d'autres cabinets que lié à une croissance naturelle de ce marché-là. Alors il y a des problématiques de réduction des dépenses publiques dans ce domaine-là. Il y a aussi le fait que quand même les collectivités montent très fortement en compétences et donc vont aller chercher des expertises plus ciblées et donc dans des volumes, des nombres de choses qu'elles achètent eux aussi plus réduits. Donc je pense qu'il y a une exigence dans la commande publique plus forte et qui ne se traduit pas forcément par des budgets plus conséquents. C'est juste qu'on va solliciter à bon escient l'expertise technique privée et en étant beaucoup plus regardant sur les cahiers des charges, sur le pilotage de la prestation et son évaluation à la fin. Et ça c'est très clair pour nous sur les 20 dernières années. Il y a une très forte montée en compétences du côté des collectivités locales, parce qu'aussi côté État, comme vous l'avez souligné, a tendance à être réduite. Et du coup, on a des maîtres d'ouvrage beaucoup plus challengeants dans l'expression de leurs besoins, et puis derrière dans le pilotage des missions qu'ils peuvent nous confier. Et donc tout ça plaide pour avoir de moins en moins de solutions standardisées. Je pense, en tout cas c'est comme ça qu'on essaye nous de nous en sortir, en essayant plutôt d'aller vers l'artisanat d'art que le prêt-à-porter, fut-il international. Donc je pense que cette évolution-là, elle touche non seulement des grandes collectivités comme la ville de Paris. La ville de Paris est notre plus gros client public depuis 15 ans. On a connu aussi plusieurs équipes municipales. On a pu accompagner la ville sur tous les nouveaux sujets qu'elle a eu à traiter, mais effectivement avec un niveau d'expertise et d'attente de la part de la ville qui n'a cessé d'augmenter, ce qui est plutôt très intéressant pour nous, mais qui fait aussi que le marché en termes de concurrence est peut-être aussi un peu internationalisé de fait, puisque qui dit compétences plus élevées dit vraisemblablement aller chercher des ingénieries, des conseils de beaucoup plus grande taille. Nous, on joue encore dans la cour des PME, et je pense qu'on est très content de jouer dans cette cour-là. Mais donc, on n'a pas vocation à aller concurrencer ces grandes ingénieries internationales ou ces grands cabinets de conseil internationaux. Donc, on trouve notre place, mais on ne joue pas complètement dans la même cour. Et en revanche, on s'associe quand il le faut à ces grands cabinets. Sur la question de la sélectivité, est-ce que vous avez vu une classe de ville disparaître de votre portefeuille de clients du fait de la réfraction tout simplement de leurs ressources? Alors oui, clairement. On a arrêté, alors c'est pas un choix voulu, mais de fait, de travailler pour des collectivités locales, des territoires de moins de 50 000 habitants, à peu près. Donc on s'est très fortement concentré sur les grands territoires métropolitains. Aujourd'hui, on fait 80% de notre chiffre d'affaires sur 10 territoires métropolitains. Donc c'est extrêmement concentré. Alors après, sur ces territoires, il y a la ville-centre, il y a l'agglomération, il y a souvent la région et le département qui sont aussi au même endroit. Enfin, voilà, il y a cet effet de concentration. Ça ne veut pas dire que les autres territoires qu'on accompagnait avant ont arrêté
de faire appel à des cabinets de conseil, mais ça veut dire qu'on était plus compétitif par rapport à leur modèle financier, à la fois sur nos prix de journée et puis sur le volume à minima qui pouvait justifier qu'on nous retienne. Et donc, le marché a répondu par l'émergence de beaucoup de plus petites structures, souvent moins chères, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont moins expertes, plus locales aussi parfois. Donc je pense que le marché du conseil s'est aussi adapté. Et il y a toujours eu une galaxie de petits acteurs, voire de consultants indépendants, qui ont pu couvrir le spectre de demandes que les gros cabinets n'adressaient plus directement. Je vais peut-être profiter de la présence de Yann Brossat encore. Lorsqu'on est un élu qui doit gérer Airbnb, au départ, est-ce qu'on a le réflexe d'aller du côté de ces cabinets de conseil? Ou est-ce qu'on est confronté? Est-ce qu'on le fait? Lorsqu'on le fait, est-ce qu'on est confronté justement à l'absence d'expertise sur ces questions? Sur la question aussi des contre-expertises, est-ce que se constitue aussi, est-ce que vous avez connaissance de cabinets de conseil ou de structures associatives, de coopératives qui se positionneraient sur des réponses alternatives au mainstream, de réponse à la globalisation, si je peux me permettre cette expression? En réalité, nous n'avons pas du tout travaillé ensemble sur le sujet d'Airbnb et on n'a pas travaillé avec un cabinet de conseil. D'ailleurs, sur le secteur logement, on travaille assez peu ensemble. Urbanisme sans doute bien davantage, mais sur le secteur logement lui-même, assez peu. En revanche, et du coup ça me permet de rebondir sur une remarque que vous faisiez tout à l'heure, ce que nous avons fait et qui me paraît extrêmement important, c'est un travail commun des villes elles-mêmes qui se sont prises en charge et qui ont décidé de construire un réseau de collectivités confrontées par exemple au développement d'Airbnb. Donc pour une raison assez simple, c'est que l'une des techniques majeures de lobbying d'Airbnb consistait à expliquer à chaque ville qu'elle travaillait très bien avec une autre ville et qu'elle ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'elle avait tant de mal à travailler avec nous. Moi je me souviens, c'était à peu près systématique dans toutes les rencontres que je faisais avec eux. Ils me disaient mais je comprends pas, on travaille très bien avec Berlin, je comprends pas, on travaille très bien avec Barcelone, je comprends pas, on travaille très bien avec Amsterdam. Ils oublient parfois que les élus lisent les journaux. Et que par ailleurs les élus peuvent aussi prendre leur téléphone et discuter entre eux. Et donc nous avons décidé de construire une coalition des villes confrontées à ce problème avec deux objectifs. Le premier objectif étant de confronter nos pratiques. On a fait un peu de benchmark, d'ailleurs avec votre aide et un certain nombre d'étudiants de l'atelier Paris qui est en lien avec l'atelier parisien d'urbanisme. Et donc, d'abord, confronter nos pratiques, ce qui nous a permis de voir qu'en réalité, ce que nous faisions était quand même relativement convergent. Et deuxièmement, peser ensemble pour être plus fort face à ces plateformes. Parce que la réalité, c'est qu'une ville seule pèse assez peu face à une entreprise aussi puissante que Airbnb, qui a 30 milliards d'euros de valorisation boursière. Et que par ailleurs, nous sommes confrontés avec ces plateformes à un enjeu qui est maintenant un enjeu européen, qui est lié à la Commission européenne, puisque la Commission européenne a par exemple des règles assez favorables aux plateformes, lié au fait que ces plateformes ont un lobbying spécifique à Bruxelles. Et donc nous avons décidé de nous organiser entre villes, de nous prendre en main nous-mêmes, pour pouvoir plaider notre cause ensemble auprès de la Commission européenne. Donc ce travail-là, oui, nous l'avons fait, mais nous l'avons fait d'une certaine manière de façon autonome. Je vous propose d'ouvrir pour cette seconde séquence également le débat à l'Assemblée. Je crois qu'on a 10 minutes encore. Pierre Mansat, est-ce qu'il y a Pierre Mansat qui voudrait intervenir devant? Juste, je me permettrai de remarquer une question peut-être plutôt à Nicolas. Et le remarque, c'est que je pense vraiment, mais l'étude le montre, c'est que la standardisation des productions du cabinet est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, on raconte exactement la même chose, qu'on soit à Singapour, New York, Paris, et en fait, avec toujours en arrière-plan le fait qu'il
ces cabinets fournissent ce que les villes attendent. Donc le truc est complètement, je dirais que c'est vraiment sans intérêt. La deuxième chose qui me frappe, c'est l'absence complète de dimension historique dans ces conseils. C'est-à-dire que personne ne regarde l'histoire, alors que l'histoire de ces villes est extrêmement singulière. Et si on prend la nôtre, si on prend Paris, c'est une histoire très singulière qui n'a rien à voir avec l'histoire de Singapour ou de je ne sais qui. Et donc, une absence totale, absolue, de référence historique dans les analyses. Alors, ce qui est important, c'est qu'il détermine quand même fortement les comportements des collectivités, les structures mentales des habitants, etc., les structures politiques. Et là, la question que je poserai à Nicolas, peut-être pas seulement à Nicolas, est-ce que tout ça ne s'engouffre pas dans un vide qui est assez préoccupant, peut-être que ça commence à bouger, mais qui est l'absence de pensée critique de la métropolisation, surtout dans notre pays. Il faut dire qu'il y a des endroits où visiblement, quand même, je crois, aux États-Unis ou en Italie, il y a quand même des gens qui arrivent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de chercheurs en France qui s'intéressent à ça, des universitaires, des chercheurs, bien sûr, il y en a énormément, mais le lien avec la classe politique est extrêmement faible. Il n'y a pas de reprise dans le monde politique d'une dimension critique de la métropolisation, et donc ça permet au Big Four ou à d'autres de s'engouffrer dans ce vide qui est assez sidéral et qui ne bouge dans le monde politique, il ne bouge qu'à la lenteur de l'escargot, en tout cas pour ce qui est de la France, avec peut-être dans 2 ou 3 métropoles, peut-être une pensée plus avancée, une pensée un peu plus moderne autour de ça. Mais moi, je suis frappé par ça. Qu'est-ce que tu en penses, Nicolas? Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a un impensé des effets négatifs de la métropolisation et de la critique de la métropolisation, pas côté universitaire, effectivement, mais dans ma profession. La métropolisation, c'est toujours bien. Et même quand ça peut générer des problématiques d'accès au logement, des problématiques de congestion, des problématiques de dégradation de la qualité de vie, voilà, il n'y a pas de remise en cause, et ça devient un véritable dogme, hein, cette métropolisation. Il faut être métropolisé, il faut s'inscrire dans le concert international des grandes métropoles qui comptent. Et ce qui est assez dramatique de ce point de vue-là, c'est que derrière, ça renvoie quand même à une approche très libérale des choses. C'est quand même difficile de dissocier défense de la métropolisation et défense d'une approche capitaliste et qui ne convient pas du tout à la plupart des modèles de développement urbain, c'est-à-dire qu'elle conviennent à un modèle de développement urbain. Donc oui, il y a un impensé, il y a peut-être aussi une forme de paresse intellectuelle à ne pas vouloir aller se frotter à ces sujets qui fâchent, et puis il y a effectivement du côté des collectivités, des élus, ça leur fait plaisir d'entendre qu'ils ont gagné 3 places dans je ne sais pas quel classement au baromètre international d'attractivité. Ça leur fait plaisir de voir que dans une analyse Google, ils ressortent sur telle ou telle thématique, et du coup ça leur fait plaisir qu'on les compare sur certains sujets à ce que Singapour ou New York a pu mettre en place, alors même que pour nos villes européennes, c'est une aberration de se comparer à Singapour ou New York. Il y a une place à prendre clairement pour avoir ce discours critique, mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui il soit très porteur commercialement, parce que c'est pas du tout ce qu'ont envie d'entendre la plupart des dirigeants de ces métropoles. Et même les plus petites qui voudraient bien être dans la cour des grands, mais je ne veux pas reprendre cet horrible terme de hopeless parce que je trouve ça assez atroce, mais en tout cas, voilà, forcément, une métropole, il y a quand même des fondamentaux qui font qu'elle pèse ou pas au niveau international. Et donc, même pour ces plus petites métropoles, enfin, je ne vais pas citer un territoire, mais il se trouve que la semaine dernière, on a été sollicité pour lancer un appel à projet urbain international par une ville du très grand bassin parisien qui, l'agglomération consolidée, dépasse pas les 80 000 habitants, et qui voulait quand même faire un appel à projet urbain international parce que c'était à la mode, et dont le maire n'avait qu'en tête réinventer Paris. Comme c'est un modèle qu'on promeut beaucoup, évidemment, on est à sa rencontre, mais en lui expliquant qu'il n'aurait jamais des Pritzker qui répondraient à son appel à projet, il n'aurait jamais tout l'écosystème de start-up qui a pu se mobiliser dans le cadre de réinventer Paris, parce qu'il y a des fondamentaux qui n'ont rien à voir, et la comparaison était un peu absente, je dirais.
Alors, c'est ça. Il y a du copier-coller, oui. Oui, il y a du copier-coller. Parce qu'il y a des effets de mode sur la digitalisation, sur la métropolisation. Le recours systématique au benchmark, c'est du copier-coller par essence. Hein, c'est le principe du benchmark. Je pense qu'il y a aussi, et donc là c'est pas que la faute des consultants, quelques grands acteurs internationaux qui amènent à structurer, standardiser tout un corpus méthodologique. C'est-à-dire pour regarder de près, grâce au C40, la manière dont les grandes métropoles font du projet urbain, il y a des vraies différences de pratique, de culture, il y a des vraies différences historiques. Il n'empêche que pour les acteurs internationaux qui répondent à ce type de demande, eux appliquent les mêmes approches méthodologiques et ils ne sont pas seuls en cause. On pourrait beaucoup dire de ce que l'OCDE, de ce que le PNUD, de ce que la Banque mondiale et tous les grands bailleurs de fonds internationaux ont fait pour structurer des corpus méthodologiques d'intervention, les documenter, mais du coup amener de fait à une grande standardisation. On travaille beaucoup avec l'AFD et la Banque mondiale. Ils ont des guides méthodologiques de conception et de mise en œuvre des projets urbains absolument redoutables, qui partent d'un diagnostic de terrain, enfin qui appliquent quand même toujours un peu les mêmes recettes. Donc je pense que ces acteurs-là aussi ont une part de responsabilité dans le copier-coller, au même titre que les consultants. Merci. Il y a une question tout au fond là-bas. Monsieur, vous avez été privé de droit de parole tout à l'heure. Pardon. Antoine Frémont, ISTAR. Ma question est un peu dans la suite de la précédente sur la pensée critique. Est-ce que du point de vue de la recherche ou en étant directement aux responsabilités, en fonction des sensibilités politiques des équipes municipales, vous notez des différences, au contraire des convergences par rapport à ces économies de plateforme ou par rapport au positionnement, par rapport au grand cabinet de consultants. Donc est-ce que, en fonction des sensibilités politiques, j'ai envie de dire des idéologies, des idées qui sont portées, et vous avez parlé de bataille de l'opinion, et bien finalement, quels messages sont portés auprès de l'opinion en fonction des équipes municipales par rapport à ces grands questionnements? La question est Do Politics Matters? Elle s'adresse à nous deux, je pense. Donc là. Ça me mène à plusieurs remarques. D'abord, ce à quoi nous assistons, je crois, même si c'est contradictoire, c'est quand même un retour d'un mouvement de régulation dans nos grandes villes en matière de logement. Ce n'est évidemment pas univoque, la manière dont on maîtrise le foncier, c'est à bien des égards problématique, mais globalement, ce qui monte, ce sont plutôt des politiques de régulation. Et c'est l'idée qu'on ne peut pas laisser le logement au marché sans aucune espèce de mécanisme de régulation. Quand je regarde les politiques menées à Paris, à Barcelone, à Madrid, à Berlin, à Amsterdam, même à Londres maintenant, ce sont plutôt des politiques qui, à nouveau, sont des politiques de régulation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, en revanche, ces politiques qui, à bien des égards, convergent, ne sont pas portées politiquement de la même manière. Je vais vous donner un exemple qui moi, me frappe beaucoup. J'étais à Barcelone il n'y a pas très longtemps. Quand je discute avec l'équipe municipale de Barcelone, je constate qu'ils ont un discours beaucoup plus radical que nous sur la nécessité de lutter contre la gentrification. Et ils le portent comme un objectif politique. D'ailleurs, Ada Colau a été élu sur cette promesse-là, la lutte contre la gentrification. Donc des mesures drastiques pour lutter contre Airbnb, le développement du logement social, etc. Dans les faits, la politique menée par Barcelone est une politique qui est beaucoup moins puissante que la nôtre. Ils ont 1,5% de logements sociaux. Ils viennent de décider de s'inspirer de la mesure parisienne qui vise à imposer 30% de logements sociaux sur chaque construction d'un. Ils viennent de le faire.
Et même en matière de régulation des locations touristiques, ils ont un affichage de mesures très ambitieux, mais dans la réalité, la mise en œuvre de ces mesures est à bien des égards compliquée. Donc ma réponse est balancée. Dans les faits, on a un mouvement de retour à la régulation. Dans le discours qui est tenu, il y a des nuances très fortes. À Paris, on a évidemment un discours qui est un discours de mixité sociale, de combat sur le logement social, mais on n'a jamais présenté de manière aussi forte l'objectif de lutte contre la gentrification. En tout cas, ça n'a pas été un marqueur important, à mon sens, de la campagne des élections municipales de 2014. Parfois à mon regret d'ailleurs, mais en tout cas, ça n'a pas été présenté comme tel. Et je prendrai un dernier exemple, Paris-Bordeaux. Bordeaux met en place des mesures de régulation d'Airbnb assez semblables à Paris. Bordeaux, ça ne vous a pas échappé, n'est pas de la même couleur politique que Paris. Mais dans les faits, on fait à peu près la même chose. Alors, ils ont des moyens moins importants que nous, et puis le phénomène n'a pas, heureusement pour eux, la même ampleur qu'à Paris. Mais en tout cas, dans les faits, ils réalisent à peu près la même chose. Alors, ils ne le portent pas politiquement de la même manière que nous. Mais en tout cas, il y a un hiatus, de mon point de vue, entre les outils mis en place dans les villes qui, eux, convergent, et les discours politiques qui demeurent parfois assez différents. Oui, juste sur la politique, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé sur cette capacité des villes aussi à réguler, c'est l'effet qu'elles ont souvent des compétences relativement limitées et que donc tout cela s'est fait dans la négociation ou dans les conflits avec des niveaux de gouvernement supérieurs. On a parlé de l'Union européenne, mais c'est aussi l'État ou la région. Donc effectivement, la question du retour de la régulation est aussi extrêmement contrainte par les contextes politiques nationaux ou régionaux, dans les cas de la Lombardie et de la Catalogne, et du coup où on a des villes des centres-gauche avec des gouvernements nationaux ou régionaux des centres-droite. Je voulais juste dire une petite chose sur la production d'expertise critique. Si on compare la France par exemple au Royaume-Uni, ce qu'on ne voit pas en France par rapport au Royaume-Uni, c'est quand même tous les rôles que jouent les think tanks et les grandes fondations. Je pense à la New Economic Foundation ou des organismes comme ça qui sont extrêmement visibles dans les débats publics, qui produisent des rapports, qui sont dans des situations à la fois des conseils et parfois d'opposition avec le pouvoir public. Et en France, les think tanks, il y en a un petit peu, liés aux partis politiques, etc., mais ils n'ont pas ces rôles aussi forts, notamment dans les questions politiques, des politiques locales. Donc, voilà. Si, les grandes organisations, exactement. On le voit effectivement dans le logement, mais il y a plein de champs d'action publique locale, on ne voit pas cette contre-expertise qui pourrait être jouée par ces types d'acteurs. Question là-haut. Oui, bonjour, Alexandre Faure de la Fondation Franc-Japon de l'EHESS. Je voulais revenir sur le papier de Madame Gay-Marty, sur le passage sur la question du long terme, sur le fait que les experts voulaient plutôt s'adresser à des administrateurs qui restaient au-delà des mandats. Est-ce que vous ne pensez pas que ça pose des problèmes de démocratie d'imaginer que les consultants vont plutôt s'adresser à des gens qui ne sont pas élus plutôt qu'à des gens élus pour imposer leurs décisions? Et puis de manière un petit peu corrélée, comment on peut parler de personnes qui auraient pu, des fonctions à plus long terme chez les administrateurs quand on a des élus qui peuvent avoir plusieurs décennies de mandat derrière eux? Voilà, quelle est la différence entre s'adresser à des élus qui ont 20, 23 ans, 25 ans de mandat et des administrateurs qui ont quelques années d'expérience? La récurrence de missions auprès d'une collectivité, nous, c'est ce qui fait qu'on se développe, puisque comme je le disais, on a un chiffre d'affaires très concentré sur quelques territoires. Donc, de fait, on se met en situation de dépendance assez forte par rapport à ces territoires. Donc, on se doit, comme ça a été dit dans le travaux présentés, de nouer des relations de grande proximité et de confiance avec autant les services que les élus. Mais assez naturellement, on va se tourner vers les acteurs peut-être un peu moins politiques, parce que le temps du mandat il est plus court que souvent le parcours professionnel de ces grands commis de collectivités, de ces grands patrons d'agents de développement, d'agents d'urbanisme, que sais-je, qui effectivement, eux,
sont peut-être un peu moins sensibles à des éventuelles alternances politiques. Donc c'est plutôt une question d'abord de la bonne gestion commerciale de la relation à nos clients, que effectivement de s'attacher aussi à accompagner dans la durée, au-delà des missions qu'on peut faire, ces grands interlocuteurs techniques. Pour autant, je ne pense pas que ce soit antidémocratique, d'abord parce qu'il faut être très très humble par rapport à notre rôle. On ne fait pas la décision, loin s'en faut. On accompagne des projets, on conseille, mais voilà, notre rôle de consultant s'arrête là. La décision elle est bien prise par ceux qui seront élus, qui ont un mandat pour cela, et c'est tout le sens de la démocratie locale. Après, sur votre deuxième question, est-ce que la manière dont on travaille avec un élu est différente et des services? Si cet élu a une très longue expérience ou moins, je ne suis pas sûr que ce soit le nombre de mandats cumulés qui change les choses, mais plus la capacité d'un élu, et du coup c'est pas forcément lié à son expérience, à être toujours en capacité de se saisir des nouveaux sujets, d'avoir une lecture fine de ce qui est en train de se passer sur son territoire, qu'évidemment il connaît beaucoup mieux que nous. Et là où il y aura peut-être une différence, c'est qu'un élu qui en est à son 4e ou 5e mandat est peut-être dans une forme de routine, voire d'illusion de parfaitement maîtriser ce qui est en train de se passer sur son territoire, parce qu'il n'est pas politiquement correct, je vous le dis, mais bon, il n'est peut-être pas très challengé par une opposition, par des points de vue un peu dissonants, et donc il va être assez conforté dans ses convictions et dans la lecture qu'il a de son territoire et de ce qu'il faut faire pour développer ce territoire. Là où un élu plus récemment élu, ou un élu qui est peut-être là depuis longtemps mais qui continue à se poser des questions, n'aura pas ce type de réflexe. Mais enfin, c'est quand même un peu dur de généraliser. Voilà, on travaille depuis très longtemps, comme je vous disais, à la ville de Paris, donc on a connu plusieurs maires. De la même manière, on travaille depuis très longtemps, encore plus longtemps pour la ville de Lyon. On a connu un peu moins de maires différents. Et dans des styles qui n'ont mais alors rien à voir. Dans les deux cas, on avait en face de nous des élus qui avaient envie de se saisir de nos sujets, qui remettaient en question leur politique, ce que les services leur remontaient aussi. Donc voilà, je ne pense pas qu'il y ait de généralité à faire. Francesca, tu voulais... Non. Alors, une dernière question, et puis après on s'arrête. Ouais, très rapide. C'est pour ça que juste... j'avais écrit un article avec Antoine Dijon il y a quelques années sur l'internationalisation des villes comme objet d'expertise. Je ne sais pas si... Je ne me rappelle pas du tout. Et c'était pour ça, s'il y avait des liens entre ce que tu as pu voir, l'analyse de Déborah de ces consultants transnationaux et des experts que tu avais regardés avec Antoine Dijon dans un contexte qui était peut-être un peu différent, mais est-ce qu'il y a des liens peut-être à faire entre ces deux figures, du consultant international et de l'expert en stratégie internationale? Alors, si je me souviens bien de ce qu'on avait écrit, on avait déjà effectivement repéré des circulations assez fortes, notamment sur tout ce qui a trait à la planification stratégique, dans laquelle Chloé, j'imagine, intervient encore, des circulations assez fortes entre villes. Ce qu'on avait aussi observé, c'est aussi des phénomènes de mutation d'élus qui deviennent experts. Je ne sais pas si c'est quelque chose auquel vous êtes confrontés, mais c'était assez frappant de voir comment les acteurs élus qui avaient promu la planification stratégique à Barcelone devenaient ensuite des conseillers qui venaient à Turin, conseiller la ville de Turin sur le développement de cette activité. Déborah en parle un peu moins. Je ne sais pas si c'est encore quelque chose qu'on peut observer. Je ne sais pas si Pierre Ransat est devenu consultant. Mais est-ce que, c'est une question d'ailleurs que je débarrasse de la patate chaude, est-ce que vous êtes confronté, vous, dans vos activités, à ce genre de profil, ou est-ce que ce sont des phénomènes assez éphémères, des élus qui mutent en acteurs du transfert de politique publique? Alors oui, beaucoup en ce moment en France, parce qu'avec la grande vague de députés, La République En
Marche, on a beaucoup d'élus qui se sont retrouvés sans mandat, et très concrètement, qui se lancent dans des activités de conseil. Et c'est vrai aussi pour d'anciens ministres de la présidence précédente. Donc oui, nous, on a des collaborations, des gens qui viennent frapper à la porte pour des collaborations qui ont été avant ministres ou députés et qui se lancent dans le conseil. Par ailleurs, c'est effectivement une tendance qu'on rencontre à l'international. C'est le plus emblématique Michael Bloomberg, mais il y a quelques autres activités. Mais n'empêche qu'il a quand même développé, voilà, aujourd'hui Bloomberg Associates, c'est un très grand cabinet de conseil qui accompagne beaucoup de grands villes. Il y a, oui, quelques anciens élus un peu emblématiques qui ont des activités d'expertise ou de conseil. Donc, ce sont de redoutables concurrents quand ce ne sont pas des partenaires. Bon, je crois qu'il faut qu'on s'arrête là. Donc je tenais à remercier Francesca Artioli pour sa présentation, dont une version va être publiée, c'est ça, dans la collection du PUCA, la même qui vient d'être, dans laquelle vient d'être publié l'ouvrage de Nicolas Maizetti sur les villes rebelles. Merci à Yann Brossat, qui vient de sortir, lui, Airbnb, la ville ubérisée, aux éditions La Ville qui brûle. Et puis merci à Nicolas Ledoux, qui n'a pas d'activité éditoriale. Bon, mais qui a une activité quand même, une actualité quand même. Merci à tous les trois, et puis merci à Déborah qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Et puis merci à la salle pour les échanges très riches. Donc on se retrouve à quelle heure? On a une pause là, un quart d'heure de pause, et donc on reprend vers 11h45. Merci.